Salut les esprits curieux, bienvenue dans ce nouveau voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui hante notre ère numérique, une question que vous vous êtes peut-être posée sans même vous en rendre compte. Êtes-vous prêt à l'explorer? Vous est-il déjà arrivé d'être face à un coucher de soleil parfait, un repas délicieux ou en plein milieu d'un concert incroyable et votre premier réflexe a été de sortir votre téléphone? Pas juste pour vous souvenir, mais pour quelque chose de bien plus profond. Cette impulsion révèle une étrange vérité de notre époque. Il semble que nous ayons besoin d'une preuve numérique, d'une évidence. Nous avons besoin que chaque instant devienne du contenu pour que l'on ait l'impression de l'avoir réellement vécu. La question est, pourquoi? Pourquoi une expérience subjective, personnelle et intime ne nous semble-t-elle plus suffisante? La réponse plonge ses racines profondément dans notre psychologie et dans la structure de notre société actuelle. D'abord, analysons notre propre esprit. La mémoire humaine est incroyablement fragile et soyons honnêtes, elle nous joue de sacrés tours. Nous oublions des détails, nous confondons des événements et, avec le temps, même les souvenirs les plus chers s'estompent. Les psychologues qui étudient la mémoire ont démontré, maintes et maintes fois, que nous ne nous souvenons pas du passé comme d'un enregistrement vidéo. Au contraire, nous le reconstruisons chaque fois que nous l'évoquons, souvent en le modifiant au passage. Face à cette imperfection de notre biologie, la technologie nous offre une promesse alléchante, la promesse d'une mémoire parfaite, externe et incorruptible. Une photographie ou une vidéo ne se dégrade pas comme le fait une synapse neuronale. Ainsi, en capturant un moment, nous ne faisons pas que prendre une photo. Nous externalisons notre mémoire. Nous déléguons à un appareil la tâche de se souvenir pour nous, avec une fidélité que notre cerveau ne pourrait jamais égaler. Cela crée un sentiment de sécurité. Le moment est en sûreté. Il a été ancré en dehors de notre être faillible. Il ne dépend plus de nous de le maintenir en vie. Il existe maintenant objectivement dans une galerie numérique. C'est une forme d'immortalité miniature. Mais c'est là que le problème commence. Cette externalisation a un coût. En nous fiant aux fichiers numériques, nous pourrions affaiblir notre capacité à former des souvenirs organiques et riches en premier lieu. Certaines études suggèrent que lorsque nous savons que nous enregistrons quelque chose, notre cerveau fournit moins d'efforts pour le traiter et le consolider dans la mémoire à long terme. C'est ce qu'on appelle l'effet de décharge cognitive. C'est comme si notre cerveau se disait « pas besoin de m'en souvenir, la photo le fera pour moi ». Et dans cet acte de délégation, l'expérience est vécue à travers un écran et non à travers la plénitude de nos sens. Maintenant, la deuxième raison est peut-être plus puissante et concerne notre nature d'êtres sociaux. C'est ici que la sociologie nous apporte une clé fondamentale pour comprendre ce phénomène. Depuis longtemps, des sociologues comme Erving Goffman nous ont enseigné que la vie sociale est une sorte de théâtre. Nous jouons tous des rôles et notre identité se construit en grande partie à travers la perception que les autres ont de nous. À l'ère numérique, cette scène s'est étendue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre public n'est plus seulement les personnes devant nous, mais une audience invisible et potentiellement massive en ligne. Alors, une expérience qui n'est pas partagée, qui n'est pas vue, qui ne reçoit pas de réaction, peut sembler incomplète. C'est comme une pièce de théâtre sans applaudissements, une phrase sans réponse. Est-ce vraiment arrivé si personne d'autre n'en a été témoin? Le j'aime, le commentaire, le partage, ce ne sont pas de simples gestes anodins. Ce sont des formes de validation sociale. C'est la confirmation par notre tribu numérique que notre expérience est réelle, qu'elle a de la valeur et qu'elle mérite d'être racontée. Nous cherchons ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Si d'autres le voient et l'approuvent, alors notre propre perception de ce moment se solidifie. Il devient plus réel dans notre propre esprit parce qu'il a été ratifié par le collectif. Ce besoin d'être vu nous pousse à curater nos vies. Nous ne nous contentons pas de vivre des moments, nous les produisons. Nous pensons à l'angle de la photo, au filtre, à la légende. Le moment cesse d'être une fin en soi. Il devient la matière première pour autre chose. Il se transforme en contenu. Et dans cette transformation, nous risquons de perdre l'essence brute et non éditée de la vie elle-même, qui tient rarement dans un carré parfait. Maintenant, entrons sur un terrain plus philosophique. Qu'est-ce qu'une expérience? Traditionnellement, c'était un événement subjectif, quelque chose qui se passait en nous. C'était un mélange de sensations, d'émotions et de pensées. Mais nous y avons maintenant ajouté un nouvel ingrédient. Cet ingrédient est la documentation. L'acte d'enregistrer a fusionné avec l'acte de vivre. Ce ne sont plus deux choses distinctes. La caméra n'est plus seulement un témoin, elle est devenue une participante active de l'expérience. Pensez-y un instant. Quand vous savez que vous êtes filmé ou quand vous filmez vous-même, agissez-vous de la même manière? Ressentez-vous la même chose? La réponse est presque toujours non. La conscience de la caméra change tout. C'est l'effet de l'observateur appliqué à nos propres vies. En physique quantique, le simple fait d'observer une particule modifie son comportement. De même, l'acte de documenter notre vie en change la nature. Le moment devient autoconscient.
Nous ne sommes plus simplement en train d'être, mais nous sommes pour la caméra. Nous jouons un rôle pour notre moi futur ou pour notre audience en ligne. L'authenticité devient une performance. L'expérience se transforme en un produit. Un produit qui doit être esthétiquement agréable, qui doit s'intégrer à une narration personnelle que nous construisons. La vie devient une marque, notre marque personnelle. Par conséquent, le besoin de créer du contenu n'est pas seulement pour conserver un souvenir ou pour recevoir une validation. C'est une façon de donner à nos vies une structure narrative, un ordre et un sens qui, souvent, nous semblent faire défaut dans le chaos de l'existence quotidienne. Nous construisons un moi numérique qui est souvent une version idéalisée de nous-mêmes, un moi plus heureux, plus aventureux et plus réussi. Et en documentant des moments qui s'inscrivent dans ce récit, nous rendons ce moi idéalisé plus réel. C'est une forme d'auto-persuasion. Si je publie suffisamment de photos souriant sur la plage, je pourrais peut-être me convaincre que je suis le genre de personne perpétuellement heureuse et en vacances. Cela nous mène à un point crucial, le paradoxe de tout cet effort. Dans notre tentative désespérée de capturer la vie, de la valider et de lui donner un sens, nous pourrions obtenir exactement le contraire. En étant tellement concentrés sur la documentation, nous nous éloignons du moment présent. Nous devenons les chroniqueurs de notre propre vie au lieu d'en être les protagonistes. Nous sommes trop occupés à être les directeurs de la photographie. L'ironie est que les expériences dont nous désirons le plus nous souvenir sont celles où nous sommes si immergés que l'idée de sortir un téléphone ne nous traverse même pas l'esprit. Ce sont des moments de pur flow. Le flow, un concept du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, décrit cet état mental où l'on est complètement absorbé par une activité. Le temps se distord, l'ego disparaît et l'action semble sans effort. C'est dans ces moments d'oubli de soi que la vie semble plus réelle, plus intense. Et ce sont précisément ces moments qui sont impossibles à capturer avec une caméra, car l'acte de les capturer les détruirait. Alors, que faisons-nous? La technologie ne va pas disparaître. Et le désir de partager et de se souvenir est profondément humain. Il ne s'agit pas de diaboliser nos téléphones ou les réseaux sociaux, mais d'être plus conscient. Il s'agit de comprendre la différence entre capturer un moment et remplacer un moment. Nous pouvons utiliser la technologie comme un outil pour augmenter notre mémoire et non comme une béquille pour notre expérience. Peut-être la clé réside-t-elle dans l'équilibre, dans le fait de savoir quand ranger son téléphone et simplement être, dans le fait de permettre qu'un coucher de soleil soit juste cela, un coucher de soleil. Quelque chose qui existe dans votre mémoire imparfaite et fragile et qui, pour cette raison même, est plus précieux. La vraie vie ne se trouve pas dans une galerie parfaitement curatée. Elle se trouve dans les moments désordonnés, non photogéniques, non édités, dans les rires trop soudains pour être enregistrés et dans les conversations trop profondes pour être interrompues. En conclusion, le besoin de transformer la vie en contenu naît de notre lutte contre l'imperfection. L'imperfection de notre mémoire, le besoin de validation sociale et le désir d'imposer un ordre à notre existence chaotique. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette réflexion si nécessaire. J'espère qu'elle vous aura donné une nouvelle perspective sur la façon dont nous interagissons avec le monde et avec nos propres souvenirs. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre attention, mais la conversation ne s'arrête pas ici. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Vous retrouvez-vous souvent dans cette situation? Pensez-vous que nous avons perdu la capacité de profiter du moment présent? Laissez-moi votre théorie dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain voyage intellectuel. Pour en revenir à la mémoire, il est fascinant de voir comment nous nous fions à un objet externe pour quelque chose d'aussi intrinsèquement nôtre. Pensez aux histoires de nos grands-parents, transmises oralement. Leur pouvoir résidait précisément dans leur fluidité, dans la façon dont elles changeaient avec chaque narrateur. La photographie, en revanche, fige une version unique de l'histoire. Elle nous donne une encre, oui, mais elle nous ôte aussi la liberté de nous souvenir de différentes manières, peut-être plus émotionnelles que littérales. Le souvenir devient rigide, immuable. Ce phénomène s'intensifie avec la vidéo. Nous pouvons désormais revivre un moment avec une fidélité apparemment totale. Mais revivons-nous l'expérience? Ou sommes-nous simplement en train de regarder un film de nous-mêmes agissant dans cette expérience? La sociologue Sherry Turkle en parle. Elle suggère que nous passons de partager une expérience à expérimenter un partage. L'accent se déplace de l'événement lui-même vers l'acte de le communiquer aux autres. Le médium est devenu le message. Cela crée une pression constante pour la performance. Chaque sortie, chaque repas, chaque voyage devient une occasion de générer du contenu. La question « ai-je apprécié cela ?» est remplacée par « est-ce que c'est publiable ?» La peur sous-jacente est celle de l'invisibilité. Dans un monde saturé d'informations et de vies d'autrui, ne pas participer au spectacle numérique peut donner l'impression de ne pas exister. Si personne ne vous voit, êtes-vous vraiment là? Ici, la philosophie existentialiste a quelque chose à dire.
Des philosophes comme Jean-Paul Sartre ont soutenu que notre existence est définie par nos actions et nos choix. Mais que se passe-t-il lorsque l'action principale est de documenter plutôt que de faire? Nous devenons les curateurs d'un musée de notre propre vie. Nous passons plus de temps à étiqueter et à exposer les pièces qu'à en créer de nouvelles. Le danger est de se retrouver avec une exposition impressionnante d'une vie qui n'a pas été pleinement vécue. Cette impulsion est également liée à l'économie de l'attention. Notre attention est la ressource la plus précieuse et les plateformes numériques sont conçues pour la capturer. En créant du contenu, nous entrons dans ce jeu en compétition pour l'attention des autres. La dopamine que nous recevons d'une notification, d'un j'aime, est une réelle récompense neurologique. Notre cerveau est piraté pour associer la documentation et la publication au plaisir. C'est un cycle de rétroaction puissant et addictif. Cette quête de validation externe peut éroder notre boussole interne. Nous commençons à valoriser les expériences, non pas pour la joie intrinsèque qu'elles nous procurent, mais pour la réaction que nous pensons qu'elles généreront chez les autres. Imaginez ceci, vous allez dans un endroit magnifique et vous prenez 10 photos. 9 sont bonnes, mais une est parfaite pour les réseaux. Des années plus tard, de quoi vous souviendrez-vous? De l'endroit ou de la quête de la photo parfaite qui a validé votre présence là-bas? La mémoire s'ancre à l'image, pas à la sensation. Nous nous souvenons de notre apparence à ce moment-là, pas de ce que nous ressentions. L'avatar numérique cannibalise l'expérience réelle, la remplaçant par une version plus polie mais vide. Ce n'est pas une critique, mais une observation de la condition humaine moderne. Nous naviguons sur un territoire nouveau où la frontière entre le moi et la représentation du moi est devenue incroyablement floue. La solution n'est pas une déconnexion totale, ce qui est peu réaliste pour la plupart. La solution est de cultiver l'intentionnalité. Nous demander activement « Pourquoi est-ce que je sors mon téléphone à cet instant précis? Est-ce pour préserver un souvenir authentique que je crains d'oublier? Ou est-ce par une impulsion d'anxiété sociale, par le besoin de montrer que je suis là, que je vis une vie intéressante ?» L'honnêteté dans cette réponse est primordiale. Nous pouvons pratiquer ce que certains appellent des momentum sacrés, des périodes de temps courtes ou longues pendant lesquelles nous décidons consciemment de ne rien documenter. Laisser l'expérience nous imprégner sans le filtre d'un objectif. Au début, cela peut sembler inconfortable, presque comme si le moment était gâché. Cet inconfort est le signe de la dépendance que nous avons développée. Le surmonter, c'est récupérer une partie de notre autonomie expérientielle. Réclamer notre vie intérieure, celle qui n'a pas besoin d'être montrée pour être réelle, est peut-être l'un des actes de liberté les plus radicaux du XXIe siècle. C'est un acte de foi en notre propre capacité à ressentir et à se souvenir. La vie n'est pas une collection de moments parfaits. C'est une mosaïque d'instants. Certains sont brillants, d'autres opaques, certains brisés. La beauté réside dans l'ensemble, pas dans les pièces individuelles que nous choisissons de montrer. Alors la prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion, faites une pause. Respirez, regardez avec vos propres yeux, écoutez avec vos propres oreilles, sentez avec votre propre peau. Et puis, seulement après avoir vécu le moment pour vous, décidez si cela vaut la peine de le partager. La valeur du moment n'est pas déterminée par son potentiel viral, mais par son impact sur votre âme. Et ce sont ces impacts qui construisent véritablement une vie, bien au-delà de ce que n'importe quel fichier numérique peut contenir. Rappelons-nous que le mot « contenu » a deux sens. Il peut désigner l'information qui remplit un espace ou l'état d'être content, c'est-à-dire en paix et satisfait. Peut-être qu'en nous concentrant moins sur le premier, nous trouverons plus du second. Pensons à l'art ancien, aux peintures rupestres. C'était une forme de documentation, oui, mais son but était communautaire, ritualiste, magique. Ce n'était pas une mise à jour de statut. Elle racontait l'histoire de la tribu, pas la performance de l'individu. Nous avons privatisé la narration. Chacun est le héros de son propre film, et les réseaux sociaux sont notre canal de distribution. Cela peut être valorisant, mais aussi isolant. Cela nous enferme dans une bulle d'autopromotion. La mémoire collective se fragmente en millions de mémoires individuelles et curatées. Comment construisons-nous une histoire partagée lorsque nous sommes tous occupés à polir la nôtre? C'est une question sociologique cruciale pour notre avenir. La pression touche particulièrement les plus jeunes, dont l'identité se forme dans cet environnement. Ils apprennent très tôt que la vie doit être performative, que leur valeur est liée à leur visibilité et à l'approbation numérique. Cela peut générer une anxiété constante, le sentiment que si vous ne faites rien d'instagrammable, vous gâchez votre vie. Le loisir, l'ennui, la simple contemplation deviennent des ennemis à éviter. L'ennui est en fait fondamental pour la créativité et l'introspection. C'est dans ces moments d'apparent vide que notre esprit divague, connecte des idées et trouve notre propre centre. Nous l'avons remplacé par un flux infini de stimuli. L'authenticité devient une esthétique, pas un état d'être. Nous recherchons le look de l'authenticité. La cabane rustique, le café artisanal, la photo floue intentionnellement.
c'est la commercialisation de la vulnérabilité elle-même. Lorsque nous voyons la vie parfaite des autres, nous comparons nos coulisses à leur best-of. C'est une comparaison injuste qui, comme de nombreuses études l'ont démontré, peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale. Nous savons rationnellement que c'est une illusion, mais émotionnellement, cela nous affecte. La preuve sociale dont nous avons parlé précédemment se retourne contre nous. Si tout le monde semble heureux et que je ne le suis pas, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. L'antidote est double. Premièrement, une consommation des médias plus consciente, en se souvenant toujours de la nature curatée de ce que nous voyons. Deuxièmement, et plus important encore, une culture active de notre propre validation interne. La validation interne est la capacité de savoir qu'une expérience a été précieuse sans que personne d'autre n'ait besoin de la confirmer. C'est une confiance tranquille en votre propre jugement et en votre propre ressenti. C'est un super pouvoir à l'ère numérique. Construire cette confiance demande de la pratique. Elle demande des moments de solitude, de réflexion. Elle demande un journal intime au lieu d'une publication. Elle demande une conversation profonde avec un ami au lieu d'une diffusion en direct. Il ne s'agit pas de vivre une vie secrète, mais d'avoir une vie privée. Un espace intérieur qui n'appartient qu'à vous, qui n'est pas à vendre, qui n'a pas besoin d'être optimisé pour l'engagement. Un jardin secret dans votre esprit. Car au final, quand tout sera dit et fait, nous n'emporterons pas les j'aime ni les abonnés. Nous emporterons la résonance des moments dans notre mémoire, la texture d'une main, le goût d'un repas, le son d'un rire. Et la qualité de ces souvenirs dépendra de notre degré de présence au moment de leur formation, pas de la façon dont nous les avons documentés. Vivre pour raconter, c'est une chose, mais raconter pour sentir que nous vivons, c'est un piège que nous devons apprendre à désamorcer. Alors je vous invite à faire l'expérience. Choisissez une activité cette semaine, une promenade, un café, une lecture, et laissez-la n'appartenir qu'à vous. Sans photo, sans publication, seulement l'expérience et vous. Observez ce que cela vous fait. Cette petite rébellion contre l'impulsion de documenter peut être le premier pas pour redécouvrir une façon plus profonde et plus satisfaisante d'être au monde. Un monde infiniment plus riche que n'importe quel fil d'actualité. En résumé, notre besoin de transformer la vie en contenu est un symptôme complexe de notre modernité. C'est un mélange de mémoire fragile, de désir de connexion, de pression sociale et d'une quête philosophique de sens dans un monde numérique. Comprendre ces forces ne nous en libère pas automatiquement, mais cela nous donne le pouvoir de choisir notre réponse. Cela nous permet de naviguer dans cet environnement avec plus de sagesse et un engagement accru envers notre propre et authentique expérience de vie. Au final, une vie bien vécue se mesure à la profondeur de ses moments, pas à la quantité de ses preuves. La preuve que vous avez vécue n'est pas dans votre téléphone, elle est dans les traces que le monde a laissées en vous et vous dans le monde. J'espère sincèrement que cette exploration vous aura été aussi fascinante qu'à moi. L'objectif n'est pas de donner des réponses définitives, mais de poser les bonnes questions qui nous aideront tous à penser de manière plus critique et profonde. La vraie connaissance n'est pas une possession, c'est un chemin. Et cela m'honore que vous me permettiez de parcourir une petite partie de ce chemin avec vous, explorant ensemble ces mystères de la condition humaine à l'ère qui est la nôtre. Peut-être la grande leçon est telle que notre vie est l'œuvre d'art originale. La photo, la publication, la vidéo ne sont que des copies. Et aucune copie, aussi parfaite soit-elle, ne peut capturer la valeur et la texture de l'original. Chérissons l'original. Prenons soin de l'original. Vivons l'original. Car c'est la seule chose que nous possédons véritablement. Et c'est plus que suffisant. Une fois de plus, je vous remercie infiniment pour votre temps et votre curiosité. C'est un privilège de partager cet espace avec vous. Merci de faire partie de cette communauté d'esprits curieux. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine immersion dans les grands secrets de l'esprit et de la société. À la prochaine!